Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai une fois de plus la joie d'accueillir docteur Éric Bardot. Bonjour Éric. Bonjour Marie. Alors, je ne vais pas repartir aujourd'hui dans une présentation du docteur Bardot puisqu'elle a déjà été faite dans une vidéo précédente dont je vous mettrai le lien juste ici en haut à droite de la vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit peu une continuité. C'est ça. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette première vidéo. Et aujourd'hui, on avait envie d'aborder un petit peu cette histoire de naissance et de deuxième naissance. Parce qu'on pourrait partir du principe que si nos parents, notre mère nous donnent la vie, il y a quelque part, à un moment donné dans notre vie, normalement, une deuxième naissance qui pourrait être une naissance spirituelle où l'être humain naît à sa véritable dimension. Et c'est un petit peu ça qu'on va tenter de regarder à travers le prisme du traumatisme parce que effectivement, il peut y avoir des événements dans notre vie qui vont empêcher ou ralentir cette seconde naissance. Alors qu'aujourd'hui, on a tout à fait les moyens, c'est-à-dire que l'enfermement dans un trauma n'est pas une fin absolue, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette possibilité de naître à soi-même, à sa véritable nature. Et pour démarrer, Eric, j'avais envie déjà de définir de quoi parle-t-on quand on parle d'un trauma, parce qu'en fait, il y a toutes sortes de traumas, des petits, des grands. Et très souvent, dans la représentation commune, qui dit trauma dit souvent des choses très extrêmes, alors que ça peut concerner vraiment des petites choses beaucoup plus anodines. Donc, En fait, la tendance, c'est de parler trauma par rapport aux événements que nous vivons. Il s'agit de parler de mon point de vue, de partir de l'idée que c'est pas les événements que nous vivons qui comptent, mais la manière dont on va intérioriser les effets des événements. mm, Et ce qui va faire trauma avec, je dirais simplement, trois grandes rubriques. C'est tout ce qui va être sur le thème de la violence, l'abus, la maltraitance. Tout ça, c'est bien dans la tête des gens. Mais il y a deux autres formes de trauma qui sont beaucoup plus insidieuses. Il y a celles qui vont être sur la négligence, c'est-à-dire, particulièrement chez l'enfant, que l'enfant va se développer dans une négligence affective. mm. Et cette négligence-là, en apparence, peut apparaître Invisible. invisible. Mm, Et l'autre, qui est peut-être pour moi le pire des traumas, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est l'indifférence. mm, Parce que l'indifférence, ça veut dire t'existes pas pour moi. mm. Tu n'existes pas en tant qu'être humain. Ouais, ouais. Alors évidemment, là où ça peut être le plus complexe, c'est justement quand il y a une variation des trois ensemble. Mais c'est vrai qu'on a tellement le focus sur tout ce qui est la maltraitance et la violence qu'on oublie qu'il y a des choses insidieuses qui sont de l'ordre de la négligence et de l'indifférence. Mm, D'accord? Et puis, en lien avec ça, il y a un quatrième type de trauma chez les enfants, c'est quand l'enfant est condamné à l'inversion de rôle. mm, C'est-à-dire qu'il est condamné à devoir soutenir son parent quoi qu'il arrive. mm. Et qu'il devient quelque part, je vais prendre une image, un enfant doudou ou un enfant médicament. Ouais, ce que j'appelle la parentalisation. C'est ça, c'est la parentalisation. Exact. Et donc, effectivement, on a tendance à voir d'abord, que le trauma, c'est comme si c'était les événements, ce qui n'est pas vrai, parce que même les événements dramatiques, les mêmes personnes ne vont pas les intérioriser, ça ne va pas rentrer dans leur vie de la même manière. Ouais. Donc, ce qui va faire trauma, c'est justement quand, j'ai utilisé une image simple, quand ce qui est intériorisé ne peut pas être digéré. Donc, ça fait un tel effet d'effraction, d'intrusion, que ça crée un effet d'envahissement. Et à ce moment-là, les effets vont rester à tourner en soi. Et comme ils ne peuvent pas être déjà, ils vont continuer à infiltrer au fil du temps.
et diriger notre vie. Plus ça va nous déstructurer dans notre développement et notre croissance, et plus ça va filtrer notre vie présente, et plus en fait l'effet traumatique va être puissant. J'aimerais quand même ajouter quelque chose de très important. On a tendance à mélanger les traumas qui viennent de catastrophes naturelles, par exemple. Mais les traumas de catastrophes naturelles, ils n'ont aucune intention. Et tout le monde dans la situation est confronté à la catastrophe naturelle. Ce qui est quand même sacrément différent des traumas humains, où là, le trauma humain, c'est l'intention humaine qui va créer l'effet traumatique. Et que Hmm. c'est cette intention humaine qui va, bah, à travers les comportements et les actes, qui va venir inscrire cette intention comme un poison dans le corps et dans la vie de la victime. C'est là où, Hmm. effectivement, Je trouve que oui. ce que vous dites au sujet du trauma en lien avec une catastrophe naturelle ou qui pourrait être aussi une maladie, c'est-à-dire tout ce qui va faire partie de la vie quotidienne, des événements auxquels on ne peut rien, qui arrivent ou par hasard ou qui peuvent être programmés, parce qu'en général, une intervention chirurgicale, elle peut être programmée, un déménagement est programmé, mais qu'on peut vivre de façon plus ou moins traumatique, en fait, hein. Et effectivement, préciser que quand là-dessus vient se rajouter l'intention consciente ou inconsciente d'un autre être humain, ça va pas du tout donner la même saveur. Et que je dirais que ça va venir, en tous les cas, si ce n'est compliqué, complexifier la Alors, remise en santé. alors j'aimerais partager avec vous, Marie, qu'il y a encore un niveau de complexification, ou de complexité, excusez-moi, et que celui-là, il est vraiment fondamental, là. En tout cas quand on travaille avec les patients qui sont dans des problématiques traumatiques, c'est quand l'agresseur porte en lui la caution explicite ou implicite de la communauté. Oui, tout à fait. Et Oui, c'est à ce moment-là que c'est les situations les plus graves. oui, oui, tout à fait. Dans les traumas, même dans les traumas qu'il peut y avoir suite à une catastrophe, c'est la question du soutien ou de l'absence de soutien qui va créer le trauma, beaucoup plus que l'événement lui-même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est très important ça parce que effectivement, et on voit bien aussi dans l'évolution de la société, parce que je dirais il y a 30, 40 ans en arrière, on parlait pas du tout des blessures sexuelles ou de la violence intrafamiliale. C'est des choses qui sont arrivées, on commence à en parler, il y a des choses qui sont faites, encore trop, 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 trop peu, mais il y a quand même un réveil des consciences à ce niveau-là. Et quand la violence vécue par l'enfant, elle est juste normalisée par le clan, par la communauté d'appartenance. Il ne peut pas penser la violence qui lui est faite. Et ça, je trouve que c'est la pire des violences. Je crois qu'il faut préciser ce qu'on entend par il ne peut pas penser. C'est qu'il peut pas la penser. Je ne crois pas que c'est qu'il ne... Enfin, quand je suis en lien avec mon histoire, c'est pas que je peux pas la penser. C'est que je suis interdit de la penser. Oui, 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 tout à fait. Interdit. Il ne peut pas parce qu'il y a interdiction de la pensée. C'est Donc normal. ça, De quoi voilà. tu te plains? C'est normal. C'est Oui. complètement, c'est-à-dire qu'il incorpore en lui un système de valeurs où cette chose-là est normale et donc du coup, ce qui va l'inviter possiblement à la répéter. Oui. Mm. C'est ça le drame, c'est-à-dire c'est comment, lorsqu'on vit dans un milieu traumatique, eh ben, ce milieu, en fait, il est voué à se perpétuer du fait qu'il y a cet interdit de penser avec un E et avec un A, parce que si on ne pense pas la blessure, moi la première fois que j'avais découvert ça, c'était Boris Cyrulnik qui l'avait écrit dans un de ses bouquins, si on ne pense pas la blessure avec un E, on ne peut pas la penser avec un A. Alors, je vais encore rectifier, Marie, pardonnez-moi. Vous en faites? Ce n'est pas la blessure qu'il s'agit de penser, c'est de lever le poison qui est en lien avec la blessure. Oui, Et de penser la blessure n'enlève pas le poison, justement. merci. Et sinon, on est sans arrêt à se réactiver sur la blessure, mais on Ouais, n'a pas conscience que c'est pas la blessure qui est première, c'est ouais. les effets du poison. Ah ouais, c'est l'effet du poison, voilà. D'où Et ça, l'intérêt c'est vraiment de, important. d'où l'intérêt d'échanger à plusieurs sur les mêmes questions. Voilà. Ça permet de réajuster, effectivement. Vous êtes d'accord? Ah, complètement, ouais. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que la blessure, elle est contextuelle. Les effets du poison, ils durent dans le temps. Ah, ouais, ouais, tout à fait. Ah, ouais. C'est aller à la cause de la cause.
Oui. Voilà. Et c'est très important parce que plein de gens, par exemple, on va leur dire, bon, tu l'as vécu, maintenant Oui, tu mais vas c'est pas ça. nous gonfler avec ce que tu as vécu. Oui, c'est Sur ça. la blessure, ils ont raison. Mm. Et sur le poison qui est dedans et qui ne perçoivent pas les effets du poison, ils ont complètement tort. Les effets du poison, ils continuent bien à organiser les relations au jour d'aujourd'hui et dans l'ici et maintenant. Ouais, 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 tout à fait. Oui, parce que, et ça, c'est tout à fait juste parce que euh, je vois bien dans mon propre parcours d'enfant traumatisé, je vois bien comment la première étape, ça a été de penser avec un E ma blessure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il y avait une blessure, mais béante. Mais Oui, la deuxième étape, qui a été beaucoup plus longue finalement, c'est d'arriver à découvrir c'était quoi le poison, en c'est fait, ça. qui était là. Et ça, c'est un autre sujet, effectivement, parce que autant la blessure, telle que vous le disiez tout à l'heure, elle va être en fonction de comment moi, je vis l'événement, alors que le poison, quand il est là, quoi. Ben oui. Et il peut infecter d'autres personnes de la communauté. Il continue, en fait. Ben en fait, ce qui est vraiment, et c'est pour ça que j'ai développé le concept de monde traumatique, ce qui est vraiment terrible, c'est que quand la personne elle va se débattre avec les effets du poison, Mm. ce qui est cynique, c'est que malgré elle, elle entretient le pouvoir du monde traumatique sur sa vie. Ouais, tout à C'est fait. ça qui est terrible. Elle ne fait, plus on se débat, plus on renforce l'effet du poison. C'est ça. Voilà, tout à fait. En tout cas, le pouvoir du poison sur sa vie et son existence. Ouais, 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 complètement. Et par rapport à ça, j'ai une classification des effets traumatiques qui me semble intéressante à partager pour bien comprendre qu'on ne parle pas des mêmes choses. Il y a les situations aiguës. Dans les situations aiguës, et si ça reste au niveau de la blessure, ben, la blessure, elle va facilement se traiter. Par contre, si une situation aiguë crée une blessure qui réactive les effets du poison, ben là, ça va plus aussi facilement se traiter. Ce qui Mm, fait qu'on n'est pas égaux face à un événement aigu. mm, Hein. Et après, bah, c'est pareil. Ce que j'appelle un trauma simple. Bah, le trauma simple, il va pas avoir des effets de poison. Si je traverse la rue, il y a une voiture qui me fonce dessus, qui me fait tomber, et que je reste avec les effets traumatiques dans le temps, par exemple du contact corporel, mm, bah, en fait, ça va pas. Ça aussi, ça va être parce que c'est une blessure et que où les effets sont circonstanciés et viennent pas abîmer en quelque sorte, si je prends mon langage déstructuré, la personne que je suis, bah, ça va être facile à traiter. Vous comprenez? Mais il y a la bascule après, c'est quand les effets du poison viennent remettre en cause mon propre développement mm, et viennent le bloquer et viennent le déstructurer. Parce que là, c'est les effets du poison qui sont premiers, c'est plus la blessure. Et mm, là, on rentre dans autre chose. Et si à ce moment-là, je n'existe plus qu'à travers ça, je fais de mon existence dans le poison, j'allais dire à l'extrême une revendication identitaire, bah alors là, je deviens totalement piégé dans le monde traumatique. mm, Et donc, il y a vraiment ces quatre étapes-là qui sont pas du tout du même ordre. mm. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement aujourd'hui on peut voir comment les réseaux sociaux favorisent cette prise de parole par des victimes qui sont prises au piège de ce monde traumatique et qui vont comment dire exprimer les choses d'une façon très radicale parce qu'elles sont en plein cœur de leurs C'est blessures ça. et du coup ça ne C'est peut pas ça. être entendable. Ça ne peut pas être entendable. Ce qui est important, c'est qu'elles sont en plein cœur de leurs blessures, mais parler des blessures ne parle pas du poison. C'est ça le problème. Pire, il peut même avoir comme effet d'entretenir ce que le poison a de vivant dans l'organisme. Tout à fait, c'est bien ce que je me suis rendu compte, c'est-à-dire que, parce que moi, dans le premier livre que j'ai écrit, que je suis en train de réécrire, revisiter, augmenter, vraiment la question que je me suis posée, c'est comment raconter une histoire violente en elle-même, qui a tendance à fermer les yeux, les oreilles et le cœur, comment le raconter sans être dans la violence vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que ce soit une déchirante mise à nu, et comment est-ce que ça peut ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur. Donc il y a vraiment quelque part dans ce récit
de l'histoire, parce que le récit de soi est constitutif de l'identité humaine, hein, pouvoir dire voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai vécu, voilà pourquoi ce que je dis, enfin, etc. C'est vraiment constitutif de l'identité humaine. Mais si effectivement la blessure devient un état identitaire, elle ne peut que se dire à travers une forme de violence vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Donc on ne fait que reproduire la violence vécue, qu'on retourne contre soi et contre les autres, en fait. Parce qu'à ce moment-là, à travers la blessure, et la narration de la blessure, c'est le poison qui parle. Voilà, tout à fait. Et que justement, c'est de passer du poison qui parle à témoigner des effets du poison sur soi. Mais ça se nécessite à ce moment-là que le poison et moi, on ne forme plus qu'un. On cesse de former un. Ouais, tout à fait. Et, et ça, c'est tout le chemin. C'est tout le chemin. Exactement, c'est tout le chemin. Et je dirais que quand on a parcouru ce chemin, qui est un véritable chemin initiatique, de mort, renaissance, c'est là où on a la possibilité effectivement de renaître à soi. Alors c'est vrai que moi, à l'époque, parce qu'aujourd'hui j'ai 62 ans, j'ai commencé à, comment dire, à exploser de l'intérieur et à prendre conscience de certaines choses de ma vie vers l'âge de 25 ans, je vais dire, quand j'ai eu mon premier enfant, et puis après mon deuxième et mon troisième, qui chacun à leur façon sont venus réveiller tout un passé d'enfant qui était endormi, qui n'avait pas le droit d'exister, que je n'avais, qui était interdit de penser, du coup, et donc que je ne pouvais pas exprimer parce que j'avais pas les mots, tout simplement, hein. Je ne savais pas de quoi je souffrais, je ne savais pas pourquoi j'étais en état de sidération, que je n'arrivais pas, enfin, et que je me retrouvais confrontée systématiquement à un déni, à un vide sidéral qui me sidérait, et j'ai tourné en rond comme ça pendant des années et des années. Et puis, ne trouvant pas d'aide à l'extérieur, bah, j'ai plongé à l'intérieur. Et là, j'ai rencontré les lois de la vie et du vivant. Et en fait, il y a eu un moment donné où il y a un processus qui s'est fait parce que, en fait, à cette époque-là, il y a 30 ans en arrière, les connaissances du monde traumatique, elles étaient, enfin, il n'y avait pas grand-chose. Et même si elles Non. existaient, c'était pas accessible au grand public. Donc moi, il a vraiment fallu que je me démerde toute seule. Et donc j'ai fait cette traversée, je dirais, de cette vallée de la mort, parce que, je veux dire, pour renaître, il faut mourir. Et donc du coup, il y a des choses qui se fondrent, et l'effondrement, justement, et vous en parlez très bien, fait partie intégrante du processus enfin, on va pas dire réparer, de transmutation, Oui, voilà. de transformation, oui, comme Parce vous qu'en voulez. fait, on répare rien, on Mm. transmute. Parce que si on Oui, répare, on reste au niveau de la blessure, on n'est pas au niveau du exactement. poisson. Donc, en fait, c'est là où, à un moment donné, ça m'a dépassé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'a dépassé et qui m'a verticalisé, en fait. Ça a été tout ce processus assez, je dirais presque magique, hein, parce que c'est quand j'ai renoncé à me battre que j'ai commencé à pouvoir me lever. Il y a, il y a- il y a quelque chose de touchant qui me touche, Marie, dans ce que vous dites, c'est que même si on met pas forcément les mêmes mots, le processus, je peux pleinement le partager avec vous, Mhm. car effectivement, le processus a été le même chez moi, et c'est important de faire ce témoignage que c'est justement ce mouvement, et un mouvement qui, en tout cas moi, qui m'a fait découvrir que l'effondrement, c'est pas mon effondrement à moi en tant que personne, Mhm. c'est l'effondrement de l'emprise du monde traumatique sur ma vie. Ouais, Sauf que tant que les effets sont confusionnés, tant que je me débat dedans et que je lui donne le pouvoir sur ouais, ma vie de continuer à diriger ma vie, et sauf qu'il y a un problème majeur qu'on peut partager ensemble, c'est que comme il contamine notre intérieur, ça nécessite d'avoir une sacrée foi dans la vie pour accepter de dire, bon, bah, je rentre dans l'enfer intérieur pour accueillir ce qui vient. Et ouais, c'est bien ça qui bloque. Et c'est ça, dans la thérapie que j'ai développée, c'est que l'accompagnement par le thérapeute, ça va te permettre d'aider et d'amener la personne à rentrer dans cet enfer intérieur, parce que justement, c'est la seule manière de décontaminer le pouvoir du monde traumatique sur son vécu interne et sur sa vie de la personne que je suis. tout à Tant que c'est à fait. l'extérieur, c'est pas possible.
Et d'où l'importance d'être accompagné et bien accompagné, c'est-à-dire avec quelqu'un qui va pouvoir suffisamment nous sécuriser Oui, pour pouvoir effectivement se laisser tomber, enfin effondrer, permettre cet effondrement, parce que aussi les mots qui sont posés sur, sur ce processus viennent nous dire c'est oui, normal. Et donc il y a quelqu'un qui est là et qui accompagne. Alors que moi, à chaque fois, j'avais vraiment l'impression que je mourais, oui, et voire même qui me donnait des pulsions de mort. C'est oui, je vais mourir. Et notamment dans la réécriture dans laquelle je suis en ce moment, j'écris ce passage où carrément je veux prendre des cachets, je veux mourir. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui meurt en moi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à cette époque de la vie, j'ai commencé, j'ai fait un certain parcours et il y a des choses qui commencent à se stabiliser. Et en fait, je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi au moment où enfin je peux souffler, la terre en moi tremble et s'écroule. Et c'est bien des années plus tard que je vais comprendre que en fait c'est normal. Dès que le corps se stabilise, se sent en sécurité intérieure, c'est le moment qu'il va choisir pour ouvrir et lâcher toutes les toxines en fait. Parce qu'il c'est y a quelque ça. chose, il y a quelque chose qui peut soutenir et qui a besoin d'émerger vraiment pour créer des nouvelles fondations, parce qu'on est vraiment là dans les fondations, dans les racines, hein. C'est Quand je ça. parle du poison, on est vraiment dans les racines. J'irai un peu plus loin dans les racines du vivant, d'ailleurs. Oui, dans les racines du vivant, complètement. Et donc, moi, j'ai vécu ça à chaque fois comme, voilà, c'est je meurs, j'ai envie de mourir parce qu'il y a vraiment ces pulsions qui sont là, j'en peux plus. Et puis, après, en vieillissant, quand je sens la terre trembler en moi, je sais ce qui se passe et je suis en capacité de m'auto-accompagner. Et d'ailleurs, je veux dire, logiquement, pour moi, l'éducation idéale, est-ce qu'elle existe sur cette terre? Dans ce monde traumatique, je ne sais pas, mais c'est justement permettre à l'enfant qui est au départ dépendant de ses parents, de ses éducateurs, qui vont normalement satisfaire ses besoins et tout ça, et donc permettre à l'enfant de devenir autonome, de s'émanciper et de pouvoir, comment dire, s'auto-accompagner. C'est ça la maturité. Bien que l'échange avec d'autres est toujours nécessaire, parce que ça fait partie de l'identité humaine, de l'identité individuelle et collective. C'est pour ça, Marie, que je crois que c'est vraiment important de comprendre que l'autonomie, elle vient dans le lien, et Oui, vient dans la relation aux autres, et c'est pas l'inverse. C'est très important parce que c'est quand je suis nourri justement de enfants de liens qui sont à la fois dans la sécurisation, qui sont à la fois dans l'accompagnement et le faire avec, à la fois dans la reconnaissance de, de la valeur que j'ai à travers mes actes. C'est dans cette nourriture-là à partir de ce moment-là, je peux me déployer et m'autonomiser. tout Mais à c'est dans, fait. mais c'est pas l'inverse. La dernière fois que nous avions échangé, on avait parlé de quelque chose de fondamental qu'il s'agit vraiment de bien comprendre, parce que moi, pendant très longtemps, puisque je dirais la dimension de mon je ne pouvait exister, j'étais interdite de m'exprimer en ma parole, en mon je, et donc du coup, je me suis intéressée à la construction identitaire et compris qu'au début de la vie, il y a une relation fusionnelle entre le bébé et sa matrice parentale, hein, père, mère, la personne qui s'occupe de lui. Et en fait, il y a une fusion qui est vitale, fondamentale, et de laquelle l'enfant doit sortir. Or, dans les choses que nous avions, vous précisiez, et ce sur quoi je suis entièrement d'accord, et c'est ça Merci. tout le paradoxe, c'est-à-dire que pour que cette fusion vitale, fondamentale, sécurisante pour l'enfant et qui va lui permettre de se défusionner, elle ne peut exister que si l'enfant, déjà dans l'utérus de sa mère, est considéré comme un autre. C'est-à-dire que s'il est, je m'explique, hein, s'il est finalement, comme c'est le cas beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que si la mère considère que c'est sa chose, que c'est son bébé et que, c'est-à-dire que là, il y a une confusion, il n'y a pas vraiment une fusion, c'est-à-dire que lorsque la femme, la mère, porte sa grossesse dans la conscience que ce qu'elle porte en elle ne lui appartient pas, que c'est quelque chose de l'ordre de la vie et du vivant. C'est pas du tout la même empreinte qui va venir
se mettre là et que en fait, pour fusionner, il faut qu'il y ait deux corps différents. Sinon, il n'y a pas de fusion. Il y a de la confusion, mais il n'y a pas de fusion. Et ça, c'est extrêmement paradoxal parce que on parle souvent de fusion parce qu'on dit, mais voilà, ça fonctionne à l'identique. Mais en fait, la fusion ne peut exister qu'entre deux corps différents. En fait, ce qui met ça en difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un discours où, sur les personnes et pas sur les relations. Si je le disais avec mes mots, moi, je dirais, c'est pas le bébé qui appartient à la mère ou aux parents ou au père, c'est la singularité de la relation qui appartient. Mm. C'est la singularité de la relation qui appartient. Oui. C'est cette spécificité de la relation. Et comme on sait bien, ouais, comme je le vois bien en thérapie, quand les parents disent oh, bah, j'ai élevé tous les enfants pareil, je dis il y a l'alerte rouge. Ben non, parce que chaque enfant active une relation singulière dans les relations ensemble, mais ça active une relation singulière. Ou s'il n'y a pas d'activité de relation singulière, ça veut dire que chaque enfant est indifférencié. Donc ça montre que chacun ne peut pas déployer sa singularité. Mm. C'est la personne, l'enfant qu'il est. Et donc oui, c'est toute la réduction du langage dans lequel on est piégé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on confond la singularité comme là, l'échange singulier que nous avons ensemble. C'est pas ça qui me veut dire Marie, elle m'appartient. Parce que alors là, je sens que de l'autre côté, ça va réagir fort. C'est la problématique dans tous les couples, hein, quels qu'ils soient, C'est professionnels, ça. amoureux, c'est Mais oui, la réduction de notre perception et de notre langage fait qu'on confond la valeur et la qualité de la relation à l'autre avec l'autre, quoi. Mm. Mais c'est justement, c'est, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la théorie de l'attachement, c'est ce qu'on appelle la permanence du lien. C'est-à-dire que la relation à l'autre, elle peut exister en soi, dans notre vécu, même si l'autre n'est pas présent. Tout à fait, Sinon, on est dans des relations de dépendance, tout à fait. On est dans la confusion. dans la confusion, oui. On est complètement dans la confusion. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce qu'en fait, si l'objectif de l'éducation et de l'être humain, c'est de défusionner, il ne peut défusionner que si au départ, il y a eu une vraie fusion. C'est ça. Sécure. Sécure. Oui, Ce qu'on appelle un attachement sécure, en fait, hein. c'est ça. Voilà. Et quand il se déploie, pour moi, c'est très important là aussi de voir que c'est pas une relation unique. C'est une relation qui se déploie et qui crée une base relationnelle. Mm, Sinon, on est encore dans l'exclusif, quoi. mm. Et effectivement, c'est ça, pour revenir au trauma, c'est ça que le trauma vient fracasser. Voilà, fracassé, c'est exactement le Le mot. poison du trauma vient fracasser cette construction-là. Et qui fait qu'à ce moment-là, eh ben oui, on n'est plus, si c'est l'autonomie individualiste dans le scénario de Solomon, ben on est dans l'errance. Mais si on est dans la dépendance extrême et qu'on peut pas, ou au pire dans l'asservissement et qu'il n'y a aucune autonomie, on est aussi dans des relations d'errance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait aussi précédemment, la façon dont se déroulent les accouchements et la surmédicalisation des accouchements fait que ça vient perturber ce lien d'attachement et donc, dès le départ, blesser la relation qui du coup ne peut pas être véritablement fusionnelle et sécurisante. Et parfois, il faut du temps. Alors, bien entendu, ça peut se transformer hein, si on en a conscience, si on peut, si on travaille dessus. Mais tous ces accouchements hyper médicalisés vont finalement faire vivre un trauma de naissance qui peut nous handicaper toute notre vie si rien n'est fait, en fait. Alors Marie, je ne le dirais pas de manière aussi radicale, mais pardonnez-moi. Mais en tout cas, là où je vous rejoins, c'est que ça ne facilite pas nécessairement l'installation d'une relation saine entre la mère et le nourrisson. Ça, c'est clair. Parce qu'elle est d'abord et avant tout corporelle. Ouais. Non, parce que en fait, moi, des fois, C'est vrai. je me surprends à reprendre des gens qui vont me dire, mais moi, j'ai pas vécu de trauma. Or, ce qui va définir le trauma, c'est que pour beaucoup, ils sont inconscients. Donc, on peut tout à fait ne pas avoir conscience des traumas qu'on a vécus, d'autant plus quand ils sont extrêmement subtils ou quand ils sont vécus dans le ventre maternel, voire dans le transgénérationnel, hein, puisqu'on sait que Oui. ça se transmet. Donc, on peut être manipulé par ce qu'on appelle des fantômes, hein, finalement, traumatiques, absolument ne pas en avoir conscience. Tout à fait. Après, c'est toute la discussion qui est un peu compliquée. Est-ce qu'à ce moment-là,
parce qu'on est influencé, et nous sommes tous les deux influencés par notre histoire, on ne peut pas faire autrement. Non. Le risque, c'est que c'est un autre extrême qui, pour moi, est une limite, c'est de dire, c'est d'en arriver à, bah, de toute façon, tout le monde est traumatisé, la vie est traumatique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la vie n'est pas traumatique. Euh, Non, la vie n'est pas La traumatique. vie n'est pas traumatique parce que justement, au contraire, c'est elle qui nous crée, c'est elle qui nous permet de naître au monde, c'est elle qui va nous réparer parce que quand on respecte les lois de la vie, quand on les connaît et qu'on sait les accompagner, on voit bien comment naturellement, le corps a une intelligence qui lui permet de s'auto-régénérer, de se guérir, de se réunifier. Enfin, voilà, donc la vie en elle-même n'est pas traumatique, c'est pas la vie qui est traumatique. C'est Que euh, les humains en font. mais oui, tout à fait. C'est quand on cherche à contrôler la vie, quand on cherche à contrôler les lois de la vie, voire à les nier complètement, enfin, etc. C'est ça qui vient traumatiser, qui vient morceler, qui vient. Mais la vie en elle-même, elle n'est pas traumatique. Je dirais que c'est notre culture. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est notre culture qui est traumatique, qui est morcelante, qui ne fonctionne pas en cohérence avec les lois de la vie. Alors que pour moi, logiquement, la culture devrait servir la vie et non pas la servir. C'est toute la question. Ce qui est clair, si on reprend pour moi, c'est c'est que l'intention d'asservir, c'est une intention. Mm, Euh, et qu'effectivement, cette intention d'asservir fait que de l'autre côté de l'asservissement, ce qui est de l'autre côté est perçu comme un objet déshumanisé et pas comme un être humain. mm. Après, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, deux personnes, et ça on peut parfois le repérer, moi je fais de l'astrologie, hein, donc il y a vraiment des cas d'études absolument faramineux où avec le même thème astrologique, juste la position de la Lune qui va changer un petit peu parce que c'est la planète la plus rapide, mais on peut voir que les personnes ont des destins complètement opposés. Par exemple, ces jumeaux dont l'un est devenu policier et l'autre est devenu criminel. Et donc, puisque le trauma va s'imprimer aussi en fonction de comment chacun le vit. Effectivement, ce qui va être traumatique pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Et c'est là où ça fait aussi des variations. Pour moi, Après, les variations me sont aussi liées elles sont aussi liées, enfin, à partir de mon expérience, je dirais qu'elles sont liées à trois paramètres. La première, c'est comme si, comme on l'avait dit, hein, c'est comme si il y a quelque chose en nous, comme une énergie de vie qui nous pousse à vivre, mm, qui d'ailleurs est très, si je reviens, qui peut parfois être très pénible, parce que quand effectivement, nombre de personnes qui sont dans je veux dire, des mondes traumatiques, particulièrement quand c'est des mondes, des traumas développementaux de l'enfance, la pensée au suicide fait partie intégrante. Parce qu'en fait, c'est comme si elle disait, énergie de vie qui est en moi, qui me fait suer de me pousser à vivre dans un environnement pareil. Donc c'est inévitable qu'à des moments donnés, il y ait des pensées suicidaires qui viennent, mais que justement, c'est pas parce que la pensée est là que l'acte va se concrétiser. mm, Ça, c'est un premier point. Le deuxième est que dans ces situations-là, si l'acte se concrétise, c'est toujours un appel à l'aide d'un tiers soutien, c'est-à-dire d'un besoin de soutien extérieur. De mon point de vue, en tout cas à travers mon histoire, c'est ce que je pourrais dire. Le- donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est qui est en miroir de l'autre côté. Hein, c'est ce qui amène à développer la vision existentielle, spirituelle, de chercher comment dirais-je moi, des lectures qui puissent mettre des mots à ce niveau-là. mm, C'est la confiance inconditionnelle dans le vivant. mm. C'est-à-dire que même si je suis au fond du trou, il y a ou dans le tunnel, il y a encore une petite lumière quelque part. Ouais, c'est la foi en la vie, ouais. C'est la foi en la vie. Ouais. Et ça, et je vais même aller plus loin, c'est que quand elle s'éteint, c'est terminé, quoi. Ah oui, ouais, 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 Même si je suis encore physiquement vivant, si ouais, elle éteint, c'est terminé. ouais, Et puis, euh,
Et puis le troisième point qui me semble important, c'est dans la vie, alors ça peut se formaliser dans la thérapie, mais même dans notre parcours de vie, c'est qu'est-ce que la vie hein, nous invite à un moment donné, quand on est en difficulté, les gens qui mettent sur notre route. Les gens, les événements qui sont sur notre route, ce qu'on peut appeler dans le langage jungien les synchronicités, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a des gens qui viennent, où il y a des présences, et cette présence, c'est justement la présence dont j'ai besoin là pour continuer à nourrir cette confiance dans, et cette foi dans la vie, oui. Et c'est ces trois paramètres-là qui vont probablement, de mon point de vue, orienter, c'est-à-dire que plus ils sont plus ils sont ou absents, ou plutôt c'est que la personne est en incapacité de prendre appui ou de les saisir ou de les percevoir, et plus ça va être difficile, plus ça va être possible à ce moment-là de prendre appui, plus ça va être possible. Je sais bien que dans mon histoire, dans les situations difficiles, je me suis fait la réflexion, parce que maintes fois je me suis dit, avant de devenir psychiatre, et même après, je me suis dit, mais si j'avais un maître qui m'accompagne, vous voyez, c'est l'illusion du père absent, quoi, et qui me facilite la tâche pour me montrer le chemin, comme ce serait plus facile. Mais si je prends un peu de recul, à chaque fois dans ma vie que je traversais des situations, justement, comme vous dites, au bord du gouffre ou de l'effondrement, ben, je ne peux pas faire autrement que de reconnaître qu'il y a eu tout le temps une présence qui a été là. Ouais, Et c'est même terrible, parce qu'en fait, je peux partager ça avec vous, Marie. Ce qui est terrible, c'est que cette présence qui était là était toujours une présence qui était nommée comment dirais-je moi, euh, par l'environnement comme un peu marginal, voire beaucoup. Comme si c'était dans la marginalité, comme l'exception, que là, le lien était. ouais, Et évidemment, ce qui est terrible quand on est jeune, c'est qu'après, bah, on a tellement besoin d'être reconnu par, vous voyez, ouais, l'environnement. ouais, ouais, Qu'on se dit, bah maintenant on a pris appui et c'est vrai que j'ai gardé longtemps une culpabilité par rapport à ça, parce que je sais bien qu'il y a eu un manque de reconnaissance de ma part vis-à-vis de ces gens à ce moment-là qui étaient présents. Mais ce qui est terrible, c'est que ces gens-là, ils ne demandaient rien en retour, ouais. juste d'être là et d'accueillir. Ouais. C'est magnifique comme histoire. Oui, oui, tout à fait, mais je pourrais témoigner aussi de choses similaires, hein, parce que effectivement, c'est toujours au dernier moment, quand j'avais l'impression de ça y est, c'est la fin, je meurs et tout ça, qu'il y avait quelque chose de magique qui arrivait, qui me Oui, tendait la main, des choses, ne serait-ce même qu'un livre. C'est-à-dire c'est que ça, à un moment donné, voilà, ça venait poser les mots, ah, mais c'est donc normal, ah, bah, et du coup, pouf, ça repartait. Mais cette histoire de synchronicité, ça, combien de fois j'ai pu le vivre et heureusement quand même dans les années 95, je crois, 96 ou 97, je crois, c'était au moment où l'alchimiste de Paolo Coelho est sorti mm, et où il parle, il se saisit de cette notion de synchronicité et de légende personnelle. Et du coup, enfin, parce que quelque part, je veux dire, moi, dans l'écriture de ce livre, je livre finalement ce parcours intellectuel que j'ai pu faire grâce au livre, parce que ne trouvant pas des personnes physiques pour m'aider, je veux dire, c'est les livres qui m'ont permis de comprendre, qui m'ont aidé en fait, qui ont été comme un tuteur de résilience, hein. ça, Et en fait, derrière, bah, j'ai été beaucoup plus attentive à ces synchronicités. Et j'ai pu repérer effectivement que dans les moments où d'un seul coup, il y avait un, un nœud qui se dénouait, c'est comme si j'entrais dans une nouvelle matrice où d'un seul coup, j'arrivais dans un nouvel environnement et je rencontrais des nouvelles personnes. C'était plus du tout les mêmes scénarios du passé. C'est-à-dire que d'un seul coup, pouf, c'était vraiment du renouveau et qui m'a c'est fait ça, dire, mais finalement, il suffit d'être dans la bonne vibration pour d'un seul coup accéder à tout un tas de choses qu'on a cherché, qu'on ne trouvait pas. Et d'un seul coup, pouf, c'est l'abondance, ça vient tout seul à soi. Et ça, oui, c'est ce que j'appelle la magie de la vie, qu'on pourrait aussi écrire en deux mots, hein, l'âme agit de la vie, où c'est quelque ça. part, il y a quelque chose qui nous guide, mais quelque chose de très
de très profond, de très primaire, de très qui nous dépasse en fait, qu'on peut pas, là on peut pas contrôler, on peut juste à un moment donné observer et voir que ça se fait, que ça s'opère, que ça agit en fait, c'est tout, hein. Oui. Si on parle de synchronicité, en fait, aujourd'hui, j'aurais une vision très pragmatique de ce qu'est une synchronicité, hein. C'est à un moment donné, un instant T, deux intentions qui se rencontrent. Que cette intention, vienne à travers une personne ou qu'elle vienne à travers un livre. Mm, Et que c'est en fait comme si tout d'un coup, elles se rencontrent et que leur rencontre amène un effet de cohérence. mm. Mais si elle la rencontre liée, c'est parce que ces deux intentions, à ce moment-là, sont dans un espace de préoccupation ou d'interrogation, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas un espace de questionnement partagé. Et évidemment, il se dit pas parce que c'est des rencontres de l'intime, mais il n'empêche que pour moi, aujourd'hui, c'est clair que c'est des intentions qui se rencontrent. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu notre rencontre, hein. C'est-à-dire que moi, C'est ça, j'ai regardé une vidéo, je vous ai écouté, et là, il y a un truc qui m'a dit, waouh, mais il faut absolument que je l'écrive. Et en fait, il y a quelque chose, effectivement, qui s'est fait parce que nos champs d'intérêt, nos champs de voilà, questionnement, puisque nous avons tous les deux une dimension de chercheur, c'est euh, ça. et ben, ça s'est rencontré et ça se manifeste, ça s'exprime à travers ces vidéos. Et Marie, il y a quelque chose de terrible là-dedans. Ouais. C'est que les rencontres se font, c'est pas n'importe quel moment, c'est quand le moment où, comme vous avez dit tout à l'heure, quand dans le, comment dire, dans le sombre, Dans la il y a vibration, une ouais. ouverture qui se fait. Il y a une Ouais, ouverture qui se fait. Et ouais, en fait, c'est à ce moment-là que la rencontre est possible. ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de terrible, c'est que dans l'emprise du monde traumatique sur notre vie, euh, bah, ça a tendance à plutôt, en plus, euh, focaliser et rétrécir notre champ de conscience plutôt que de l'ouvrir. Ouais, tout à fait. Et c'est comment moi, toute une partie de ma vie, j'étais soumise à une autorité supérieure C'est à qui ça. finalement je déléguais un pouvoir parce que c'est comme ça que j'avais été structurée. Et il y a toute une partie de ma vie, mais jamais j'aurais pu aller vous rencontrer et avoir des discussions à bâton rompu parce que Mais c'est exactement, je, je partage tout à fait, je peux dire exactement la même chose dans l'autre sens, Marie. ouais, ouais, Vous auriez été à d'autres temps plus lointains, pardonnez-moi, je vais dire comme ça, mais exactement la figure du diable, quoi. L'horreur absolue. ouais, Pourquoi? Non pas par rapport à la personne que vous êtes, ouais, mais parce qu'à travers à travers votre présence, votre histoire, ça aurait trop réactivité chez moi des choses terribles. Et c'est même pas les choses terribles. C'est l'obligation à parler du fait que une partie de moi aurait su que ouais. vous saviez, et que je ne pouvais pas faire comme si je ne savais pas que vous saviez. C'est pas mal ça, Ouais, tout à fait. C'est comment des rencontres. D'ailleurs, je vois bien hein. que parfois il y a des chemins qui se sont enfin des rencontres qui n'ont pas pu se faire avec des personnes qui, à un moment donné, sont revenues me voir quelques années après en disant, mais tu abordes des sujets qui étaient pour moi à l'époque absolument inabordables. Je ne C'est ça. voulais pas voir, je ne pouvais pas voir, c'était trop violent et donc du coup, je ne pouvais pas te fréquenter. Donc, quelque part, je sais que j'incarne. Après, il faut l'assumer, hein, Oui. d'où l'importance aussi d'aborder les sujets tabous, trop tabous, d'une façon. Il y a une façon de les aborder, je crois. Il y a vraiment une façon de les aborder. Pour, bien sûr, je veux dire, je peux toujours être en quête de perfection. Comment je vais arriver à toucher le monde entier? Mais j'ai quand même fait le deuil, hein, à ce niveau-là. J'espère que les gens qui se sentiront appelés à regarder cette vidéo, eh ben, la trouveront. Je pense que l'intelligence de la vie et les synchronicités se font d'elles-mêmes. Et cette vidéo fera son chemin. J'en suis absolument certaine. On pourrait Encore- dire, Marie, que, que l'idéalisation est l'envers du désespoir et fait partie du monde traumatique. Oui, tout à fait. Et qu'à certains moments, c'est nécessaire pour la survie. Mais ce que je fais moi aujourd'hui, je le fais.
Je le fais. Alors, bien entendu, hein, qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'avais envie d'être le sauveur du monde, mais il faut absolument dire, il faut expliquer tout ça. Ben Moi, oui. voilà. Aujourd'hui, si je fais les choses pour moi, parce que c'est important pour moi, mais je n'ai plus cette perspective de venir éclairer le monde, alors que je me retrouve face à un monde qui ne veut pas être éclairé, qui ne veut pas voir. Et Pour diverses raisons d'ailleurs, hein. il y a encore quelques temps, j'aurais partagé ce que vous dites. En fait, je crois que la question, elle se pose autrement. En fait, ça revient à cette étape indispensable dans le travail pour trouver ou retrouver son autorité intérieure. C'est-à-dire ce qui va permettre la métamorphose ou la transformation ou la renaissance. C'est le passage du dévoilement. Et le problème est que tant que le poison est trop actif, le dévoilement est insupportable. Et c'est ça qui est terrible, parce que alors que la construction des effets du trauma viennent comme je disais, de l'intention de l'agresseur et des effets d'internalisation. Sauf que le problème est que quand les effets sont faits, ils sont dans notre intime. Et plus, alors si c'est une situation exceptionnelle et une fois, on est encore capable de faire la différence entre notre propre intime et ce qui est étranger à notre intime. Mais plus on est dans des histoires de traumas de l'enfance ou des traumas répétés, etc., où, la- où ça devient familier à l'intime. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ce qui est étranger est devenu familier, donc le dévoiler, c'est comme si c'est à nouveau réactivé un viol de l'intime. Hmm. Donc c'est une situation infernale. Et donc toute la question, c'est qu'effectivement, le dévoilement, pour qu'il opère, euh, c'est en fait de dévoiler les effets du poison sur sa vie. Oui, oui, Et oui. c'est pas cracher le poison à la figure de tout le monde, quoi. Bah, tout à fait. Et du coup, bah, ce faisant, vous bifurquez naturellement vers ma prochaine question, qui était bah, quelles étaient finalement les étapes de cette renaissance, et que le chemin du dévoilement, oui, il ne peut pas se faire n'importe comment. C'est un peu ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure, et que moi, enfin, je dirais que c'est tout ce chemin que j'ai fait de reconstruction de mes frontières intimes et de la pudeur, c'est-à-dire de comment à un moment donné tout était, c'est-à-dire parler, enfin il y avait une grande confusion entre ce qui pouvait être l'intime, l'authenticité, c'était tout mélangé, j'étais dans une pudeur extrême, mais une pudeur émotionnelle comme une pudeur physique, voilà. Et tout ça au fil des années, ça s'est complètement réaménagé autrement et que j'ai pu développer cette capacité à parler de moi avec Mm. authenticité, sans être dans la Et- violence vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, mm. c'est-à-dire dans Mm. une pudeur émotionnelle, parce que en fait, quand on dit, quand on raconte un vécu, alors qu'on est bien planté à l'intérieur de soi, c'est pas la même chose que quand on n'est pas dans son corps, quoi, quand on est Ah juste à oui, côté de ses pompes. c'est ça. Et il est perçu de la même manière. Et pour le coup, il est pas du tout reçu de la même manière. Mm. Et, et En ça va pas fait, du tout déclencher la même chose, bien entendu. ben oui, parce que planté dans son corps, à ce moment-là, si je peux témoigner planté dans mon corps, euh, je témoigne, je peux témoigner en tant qu'être humain du côté monstrueux, de l'inacceptable, et trois, que ben, dans la survie, je me dépatouille pour exister. Mm, Et que si les autres à l'extérieur, ils trouvent les réponses comme anormales, voire à l'extrême pathologiques, dans la survie, elles sont naturelles. Qu'est-ce mm, que je veux dire par là? Je veux dire que dans un monde désarticulé, dissocié, désorganisé, on ne peut pas avoir de réponse ajustée. tout à fait. Ça, c'est très important ce que vous dites parce qu'en fait, il faut bien savoir que dès lors que on vit un trauma,
il y a une dérégulation du système nerveux qui va se mettre en place et qui va nous faire développer finalement des stratégies de survie. Et tant qu'on Oui, n'est pas sorti de là-dedans, on va être dans la survie. oui, Et donc, les stratégies de survie, elles sont bénéfiques dans un moment donné. C'est pas fait pour durer, mais quand ça s'installe dans la durée, ça devient toxique en fait, parce que bah, c'est complètement incohérent par rapport à la vie quotidienne. On va réagir de façon totalement incohérente avec des événements qui vont venir activer notre système nerveux en type survie, quoi. c'est Et ça. en fait, c'est extrêmement destructeur finalement vis-à-vis de Et, soi-même. et oui, parce que en plus, ces stratégies de survie, elles vont emmener des réponses inadaptées aussi. Donc, Voilà, elles continuent à donner du pouvoir et de l'existence, d'un côté à l'intérieur sur le poison et de l'autre sur le monde traumatique sur lequel on se débat, tout à et fait. sur notre vie. Et donc, c'est un piège terrible. Voilà, c'est un piège terrible dans lequel on tourne en rond, dans lequel on Oui. tapait la tête contre les murs, parce qu'à un moment donné, Ah, je comprenais tout, je voyais tout, mais je n'avais absolument pas les moyens de sortir de ce truc-là, parce que c'est personne ça. ne m'expliquait. Moi, j'avais eu des réponses dans les livres, mais en fait, il fallait passer par une régulation, une rééducation du système nerveux qui s'est faite avec les années. Mais en fait, je me voyais faire, je me voyais m'engouffrer dans des situations en me disant, en voyant que je répétais toujours le même machin et je n'avais aucun pouvoir sur moi, quoi. Et alors ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pu comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour vous expliquer, par exemple, à l'époque où porter plainte euh, Oui, est devenue ma seule porte de sortie, alors que pendant des années, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais oui. bloquée à l'intérieur. Il y avait un mécanisme qui faisait que je ne pouvais pas le faire. Et je comprenais l'intérêt de le faire, hein, mais j'étais littéralement mais terrorisée dans des états de sidération rien qu'à l'idée de le faire. Bien C'était sûr. impossible. Or, le jour où je l'ai fait, c'était par stratégie de survie. C'est-à-dire que par stratégie de survie que je ne pouvais pas me rebeller parce que j'avais appris à me soumettre à cette autorité extérieure pendant toutes mes années d'enfance, ben, m'a gardée en vie, hein, quelque part, parce que j'étais dépendante. Mais arrivé à un moment donné, c'était vers la trentaine, 33 ans exactement, par stratégie de survie, parce que si je ne le faisais pas, j'allais mourir, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai réussi à traverser ce truc et c'était comme une évidence. Je ne pouvais plus ne pas le faire. Et en fait, c'est comment une stratégie de survie va venir en remplacer une autre parce que là, c'est vraiment par... Alors, en même temps, c'était une stratégie de survie, mais qui a été extrêmement salvatrice, hein, parce que derrière, voilà, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert. Et j'avais, comment dire, fait exister ce jeu, ma réalité, ma vérité, je m'affirme. Il y avait prescription, mais je l'ai fait quand même. J'ai trouvé ça assez étonnant parce que quand on dit faut apprivoiser son ombre, il faut comment dire maîtriser, contrôler son auto-saboteur parce que ça a pris plein de noms différents, hein, alors qu'en fait c'est à la racine de tout cela c'est le système nerveux autonome et en fait on n'apprivoise rien, on ne contrôle rien. À un moment donné ça se fait. Oui, mais pour moi, ce qui est important à comprendre dedans, c'est qu'en fait, le conflit, il est, vous voyez, entre vous, là, qui dans la survie dit, il faut que j'aille, même si ça me fait violence parce que ça nécessite que je sorte et que je dévoile ce qui est gardé, et le fait que, à ce moment-là, cette autorité agresseur, elle porte aussi, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, c'est ce qu'elle porte, elle porte aussi le discours du groupe, de la communauté, de la famille, Tout à fait, et elle porte aussi sur le discours de la menace d'effondrement, c'est-à-dire que c'est c'est si tu parles, t'effondres le groupe. tout à fait, Or, elle porte à la fois la relation singulière, mais elle porte la relation communautaire et elle porte le sens. Donc elle porte les trois. Donc en fait, aller dévoiler dans cette situation-là, c'est transgresser sur les trois.
c'est une situation absolument infernale. Alors moi, c'est bien ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui a fait que je me suis soumise pendant toutes ces années et que j'étais bloquée dans une action de rébellion quelque part, c'est parce que l'instinct grégaire était supérieur à C'est mon ça. instinct individuel. Mais à partir du moment où j'ai vu, où vraiment j'ai compris que là, je vais mourir si je ne le fais pas, c'est moi et mon clan, c'est-à-dire c'est moi et mes enfants, parce que si je l'ai fait, c'était pour protéger mes enfants, c'était pour leur donner une mère vivante et en bonne santé. Donc c'est comment un clan en a remplacé un autre. Mais Et- c'est important ce que vous dites, Marie, parce que c'est très souvent dans les thérapies. Alors, je voudrais préciser quelque chose pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Quand je dis transgresser, c'est transgresser la transgression. Mais oui, la oui, transgression, quand elle est normale, quand elle est normalisée, ça devient la norme. oui. Et donc, donc c'est très important de comprendre que c'est pas transgresser quelque chose de normal, c'est transgresser la transgression qui est devenue la norme. C'est ça qui voilà. Et c'est important ce que vous dites, parce que très souvent, ce qui va emmener l'enjeu vital, chez un certain nombre si on prend par exemple l'inceste, ça va être que par exemple la grande sœur va le dire pour pas que la petite sœur, ça lui arrive la même chose, ou le Mm. petit frère si c'est dans des comportements euh, hétéros et homosexuels. Et c'est pareil, c'est en tant que mère, c'est ah non, mais je veux pas que. Je me souviens d'une patiente qui était dans une relation d'inceste, alors inceste répété avec son père, qui était comme s'il était en position d'être son amant. Et quand elle est venue, c'est à l'âge où ses filles sont entrées dans la puberté. Mm. Et là, elle est venue me voir parce que tout d'un coup, là, la protection de ses filles était beaucoup plus vitale que, euh, que sa propre histoire. C'est sa propre histoire, exactement. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Et en faisant cet acte-là, j'ai donc complètement assumé ce contre quoi je me battais depuis des années, c'est-à-dire d'être vue comme une menteuse, comme une folle, comme un monstre qui fabulait, qui, enfin, etc. Et quand j'ai porté plainte, j'en avais plus rien à faire. On pouvait bien me voir comme un monstre, comme une folle, comme une menteuse, hein, etc. Pour moi, ma survie, et donc la survie de mon clan, de mes enfants, était plus importante que tout le reste. Alors Marie, m'amène à poser une question. Quand vous dites quand j'ai été porté plainte, la question qui me vient, c'est comment elle a été reçue? Est-ce que la manière dont elle a été reçue avait une importance pour vous, ou c'est juste le fait de l'avoir? Ah ben non, mais comment elle a été reçue, ben, ça a déclenché ce que je craignais, c'est-à-dire que j'ai été définitivement éjectée du clan. D'accord. Bah oui. Et j'ai été perçue comme la folle, mais je l'assumais. Maintenant, je l'assumais. Et moi, ça m'a libérée, même si derrière la prescription, c'est venu encore m'assommer pendant quelques mois. Je savais qu'il y avait prescription, hein. Mais malgré le savoir, je ne pouvais pas m'imaginer l'effet que ça pouvait avoir. Mais moi, ça m'a juste, comment dire, oui, assommé. Ça a été comme un autre trauma qui est venu mais finalement déclencher une rage finalement de continuer pour pouvoir comprendre, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir trouver les mots pour expliquer ce dans quoi je me trouvais. Mais bon, c'est comme si ce jour-là, j'avais été éjectée du monde des humains. Mon histoire ne pouvait pas exister ni dans ma famille, ni dans ma culture, ni même au niveau de la loi. Et donc, c'est là où j'ai fait tout un travail extrêmement en profondeur autour du langage, comment le langage vient aux humains, l'importance des émotions dans l'élaboration du langage, ce que j'ai trouvé nulle part en fait. Je n'ai pas trouvé de personne qui avait travaillé sur ça. Alors peut-être que ça existe, hein, mais moi je ne l'ai pas trouvé, qui avait travaillé sur cette dimension. Parce que le langage, nous sommes langage, c'est-à-dire que le langage est incarné. C'est comme une peau. Et dès lors que cette peau n'est pas présente, c'est parce que le langage n'est pas incarné, c'est-à-dire quand on vient poser sur la réalité des mots qui ne sont pas les bons, voire même pas de mots du tout, bah, du coup, c'est comme si quelque part on n'avait pas de peau symbolique, on n'avait pas ce vêtement social qui nous permet d'exister en société. Et, euh, et donc, moi, la quête des mots, c'est la quête de toute mon existence, pouvoir trouver les mots justes pour poser sur la C'est ça. réalité. Et ça a fait partie de mon chemin de guérison et de cette deuxième naissance, en fait.
arriver à trouver les mots justes, c'est-à-dire les mots qui ouvrent les oreilles et le cœur, aussi bien à moi. Comment dire une histoire violente en elle-même sans être dans la violence vis-à-vis de moi? Et dès lors qu'on raconte une histoire, on implique son environnement. Donc ses enfants, sa famille, enfin voilà, donc c'est vraiment traverser la peur de l'effondrement, traverser la peur du monstre en soi et chez l'autre. Et voilà, et donc en parlant de monstres, hein, puisqu'on l'avait déjà abordé dans notre première vidéo, il a fallu faire tout ce chemin. La première étape, ça a été aller à la rencontre de la victime en moi, c'est-à-dire accepter, accueillir, intégrer le fait que j'avais bien été victime, ce qui a été une étape extrêmement difficile, puisque tout mon environnement n'arrêtait pas de me dire que j'avais été victime de rien. Donc c'est moi qui fabule, c'est la norme, c'est normal. Ce que j'ai vécu, Il y a du poison dans mon corps, mais tout le monde me dit qu'il n'y a pas de poison. voilà, c'est ça. Et la deuxième étape, ça a été vraiment d'aller à la rencontre du monstre en moi, c'est-à-dire de cette part de moi, parce que finalement, ayant vécu de la violence, bah forcément, cette violence, elle s'est exprimée contre moi, mais aussi contre les autres, contre Bien mes enfants. sûr. Moi, à un moment donné, pendant toute une période de ma vie, je ne faisais que répéter les mêmes mécanismes donc j'ai pris conscience et que j'ai pu à un moment donné réguler et puis sortir de cette chose-là. Mais à un moment donné, c'est vraiment comprendre que j'étais porteuse d'une violence, que cette violence, elle est constitutive de la vie, de l'identité humaine, parce qu'elle existe à l'état naturel, partout dans la nature, chez les animaux. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie qui, à un moment donné, enfin, va nous emmener à nous défendre, voire à tuer pour pouvoir survivre. Mais dans notre éducation, normalement, cet instinct, cet état sauvage en nous, il est censé se civiliser. Mais on ne civilise pas un instinct en le détruisant, mais en le canalisant de façon créatrice. Et c'est ce que notre culture n'a pas appris à faire. Puisque quand on parle de pédagogie noire, on s'aperçoit bien que l'instinct que Freud lui-même, c'est-à-dire qu'il définit la nature humaine comme étant mauvaise, hein, l'instinct est mauvais, donc euh, il faut effectivement renoncer à cet instinct, mais renoncer à cet instinct, ce n'est pas le massacrer, ce n'est pas le détruire, c'est le canaliser de façon créatrice pour que nos actions, pour que deviennent créatrices et non pas destructrices. Mm. Voilà, donc rencontrer ce monstre en moi, cette dimension de violence a été encore une étape extrêmement difficile, mais qui pour moi fait partie vraiment de cette deuxième naissance, parce que sinon, si on reste qu'à l'état de victime, on n'a toujours pas atteint le poison. On est Non, toujours à hier, l'état de la blessure. on continue à l'entretenir dans l'espace social. Voilà. Mais par Ça, c'est contre, vraiment quand... important, Marie, Mm, de, de dire ce qui est l'authenticité, d'aller regarder en soi, c'est à partir de ce que je vis, c'est pas à partir de ce que je dis sur ce que je vis. mm, Et j'ai l'habitude de dire justement d'aller regarder le monstre en soi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a à dépathologiser les réponses de survie. La deuxième chose par rapport au monstre, c'est à le rendre misérable, c'est-à-dire à le dédiaboliser. Parce que quand il devient misérable, il rentre dans l'universel de l'expérience misérable humaine qui fait partie de notre humanité. Et le pire, c'est que plus on diabolise, plus on entretient le pouvoir du monde traumatique, et sur la personne, et sur le groupe, et à l'extrême sur la société. c'est là où il s'agit de faire des deuils, parce qu'en fait, comme le dit, je crois que c'est dans le dîner de con, on est toujours le con de quelqu'un, Ben voilà, on est toujours l'agresseur de quelqu'un, en fait. Il y a c'est toujours ça. quelqu'un, parce que tant qu'on n'a pas dans la conscience des jeux de pouvoir qui sont à l'œuvre dans les relations humaines, quand elles sont devenues toxiques, effectivement, si on ne prend pas conscience de ça, très vite, on peut, n'importe quel de nos propos, même si on cherche à les dire avec amour, avec cœur, avec authenticité, en étant centré, etc., ça peut toujours être vécu par un autre de façon négative, hein. C'est comme quand on fait des cadeaux et on a l'impression qu'on va faire plaisir et puis en fait on se reçoit un phare parce que l'autre, bah non, ça lui fait pas plaisir. Mais quelque part, moi ce que j'ai appris, c'est que exister, c'est prendre le risque de déranger, c'est prendre le risque de déplaire. Et Ben en fait, oui, il y a ce deuil
de la toute-puissance finalement, de vouloir plaire à tout le monde, de pouvoir, de vouloir, oui, c'est ça en fait. À un moment donné, je fais ce que je peux avec ce que je suis, là où je suis. Je sème mes petites graines, et c'est là où tout à l'heure je disais, mais que finalement, moi, je m'adresse aux gens qui sont en capacité de m'entendre, de m'écouter, d'accueillir mes propos parce que c'est OK pour eux. Mais après, il y a certainement plein de personnes pour qui ça va pas parler, voire même Oui. que je vais rebuter, etc. Mais ça, c'est pas grave parce que ça fait partie du vivant. Et puis ça va plus loin, c'est que ce qui peut être audible un jour, ou plutôt ce qui est inaudible un jour peut être audible le lendemain. Et ça, c'est ça les rencontres et les synchronicités. C'est que, en fait, c'est que devient, rentre dans notre, je vais le dire comme ça, rentre dans notre champ de conscience quelque chose qui était inaccessible avant. Ça veut pas dire que c'était pas là, mais ça veut dire que c'était inaccessible. Tout à fait. Donc moi, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est cette notion de sécurité. C'est-à-dire que quand on a vécu un trauma, qu'il soit ce que j'appelle les traumas chocs ou les traumas subtils, hein, de toute façon, ça va générer un climat d'insécurité intérieure. Que la première chose à faire, effectivement, c'est de retrouver un minimum de sécurité, parce que la sécurité est là qu'on va pouvoir faire péter des verrous, en fait. Oui, Et après, ben, il y a le temps, c'est-à-dire que le temps est nécessaire. Je veux dire, le trauma, il se fait comme ça, mais je veux dire, la transmutation, elle a besoin de temps pour s'installer dans la durée. c'est vrai. Mais et en même temps, cette sécurité, elle nécessite la présence de l'autre. Que cet autre prenne une figure ou plusieurs dans le temps, mais nécessite la présence de l'autre. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on parlait de la question de la Renaissance, je dirais que là où on en est, c'est l'étape suivante. Quand je disais effondrer dédiaboliser la monstruosité pour qu'elle devienne, elle se fonde dans le misérable de l'universel humain, ce côté misérable, c'est là aussi où l'étape suivante est un peu difficile. Et je sais, c'est pas toujours très simple, mais ça va. C'est que bah, c'est de se pardonner qu'il y a une part misérable en soi, comme en tout le monde. Ah ouais. C'est même au-delà, enfin, parce que pour moi, c'est éprouver de la tendresse C'est ça. pour cette part-là. C'est-à-dire que, ben, Oui, oui, je suis misérablement humaine. C'est-à-dire que c'est ça. je peux me voir faire des choses, parce que parfois, enfin, c'est vrai que j'ai appris à ne plus être dans la réaction, mais être dans l'action juste, à poser des actions cohérentes par rapport à mes ressentis intérieurs. Mais ça peut m'arriver encore de réagir bêtement et d'éprouver finalement. Oh bah Marie, quand même, heureusement que j'ai une humaine devant moi. Voilà, juste de la tendresse parce qu'en fait, c'est Oui, vrai c'est que ça. naître à soi, naître au soi, c'est-à-dire à cette dimension supérieure, ce n'est pas passer de l'inférieur au supérieur, c'est Non, naviguer entre les deux sans arrêt. c'est ça. Parce que la dimension du soi, je dirais, une dimension qui est infinie. C'est-à-dire que pour moi, si on arrête de grandir un jour, de grandir physiquement, on continue à s'agrandir psychiquement et spirituellement à l'infini. C'est jamais terminé. Et donc, du fait que notre dimension de chair, notre corps, est le support de cette dimension supérieure, hein, parce qu'on ne peut exister de façon incarnée sur Terre qu'à travers ce corps de chair. Bah, donc du coup, il faut faire avec les deux, hein. C'est-à-dire que le monde, il n'est pas ou subtil ou grossier, hein, de la même façon qu'il n'est pas ou noir ou blanc, féminin ou masculin. Nous sommes les deux et que la complexité humaine, elle se tisse justement en tricotant les opposés et non pas en Oui, dissociant. c'est ça. Est-ce que je dois comprendre alors que le spirituel, l'existentiel se déploie dans notre acceptation inconditionnelle de notre vulnérabilité, de notre imperfection, et à partir du moment où c'est OK, et qu'on puisse l'accueillir chez soi comme chez l'autre? Voilà, c'est ça. Mais ce qui est magique, c'est que dès lors qu'on l'accueille chez soi, ça se fait automatiquement chez l'autre. C'est Oui. pourquoi, dès lors que on a rencontré ce monstre en soi et que quelque part on l'a désarmé parce que le rencontrer et quelque part en lui disant bon bah ok, j'éprouve de la tendresse pour toi, bah lui ça le fait fondre, il devient misérable pour le coup. Et naturellement, bah, le monstre chez l'autre deviendra tout autant misérable. Et on peut éprouver de la compassion. Moi, c'est comme ça que j'ai pu éprouver de la compassion envers mon père, envers des gens qui ont été odieux, qui ont été violents avec moi, parce qu'à un moment donné, on est
Quelque part, on est bien peu de choses, mais en même temps, on est tout ça et que ça. C'est vraiment accueillir cette humilité d'être tout ce qu'on est et seulement ce qu'on est. Eh bien, c'est intéressant de partager ça avec vous, Marie, Mm, parce que dans cette compassion, c'est justement ce qui vient aujourd'hui aussi chez moi dans mon existence par rapport à mes deux parents et particulièrement par rapport à ma mère, comme mm. si quelque chose s'élevait dans le chemin. Je sens que je puisse formaliser de manière extrêmement claire. Et c'est comme si aujourd'hui, bah oui, il y a cette partie-là, cette partie de l'amour qu'elle pouvait exprimer à mon égard et qui était impossible d'exprimer de manière saine et autrement que contaminée. Et c'est comme tous les si l'effet de contamination s'était dissipé. Ouais, ouais. C'est une expérience étrange d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est dans cette expérience que je fais aujourd'hui l'expérience du silence, alors que j'étais enfermée dans le silence, hein, de ce mur Pas que le même, beaucoup de hein. victimes, hein, beaucoup de victimes parlent de ce mur de silence dans lequel Oui. on est sidéré, on est terrorisé, et où le silence était pour moi quelque chose d'infernal. Donc du coup, c'était le poste de radio à fond, enfin, etc. Et aujourd'hui, ce silence, que ce soit chez moi ou dans la relation aux autres, ou même ce silence qui existe aujourd'hui entre moi et mon père, qui n'a toujours pas reconnu, eh ben, en fait, il devient presque comme un message d'amour, comme quelque chose de salvateur. Finalement, ce silence, il est apaisant, c'est bien. C'est, je le vis plus du tout de la même façon, quoi. C'est-à-dire qu'on n'attend plus rien de l'autre, en fait, en termes de réparation. Bah oui, c'est ça, j'attends plus rien de lui et que pour moi, ce silence, c'est comme si, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, enfin à me dire, enfin les mots que j'ai posés dessus en tous les cas, c'est comme si quelque part, reparler de ça, c'était comme revivre, en tous les cas pour lui, l'agression qu'il n'a jamais assumée, parce que s'il a toujours nié, c'est parce qu'il ne l'a jamais assumée. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est comme si il me violait une deuxième fois. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable et tout à fait, quelque part, voable, enfin valable. Enfin, je comprends. Je peux comprendre. Je comprends parfaitement ce qui était incompréhensible pour moi toute une partie de ma vie. C'est pourquoi ce qu'il fout en l'air? Parce Oui, que j'ai quand même renoncé à la relation avec mon père pendant plus de 17 ans, en fait. Hein. Je ne oui, l'ai oui. plus vu. Ça a été, et pour moi, c'était vital. Hein. Voilà, et j'ai renoué cette relation aujourd'hui, qui est une relation de tendresse, voilà, où sa reconnaissance aujourd'hui, elle ne m'est plus nécessaire parce que j'ai fait le job, en fait. J'ai fait ce job. Et puis je crois que quand vous dites comme ça, à partir du moment où l'emprise du poison est terminée, en fait, ce mouvement, à partir du moment où on a accueilli sa vulnérabilité et son imperfection, et que ça accepte, en fait, ça amène à quelque chose de très important, c'est qu'en fait, ça permet de renvoyer ce qui nous était étranger euh, et qui venait de l'autre, de le renvoyer à l'autre. Que ça devient sa responsabilité pleine et entière de la position qu'il prend par rapport aux actes commis. Et dans ce processus, j'ai fait une prise de conscience, mais absolument, fondamentale. C'est-à-dire Oui. que combien de fois on a pu me dire, tu peux pas sauver l'autre, mais tu peux te sauver toi-même. Eh ben, c'est faux. Parce que c'est pas vrai. Je n'ai ni le pouvoir de sauver l'autre, ni le pouvoir de me sauver moi-même, parce que Non. c'est la vie qui me sauve. J'ai appris à un moment donné qu'on ne Oui. peut pas tout contrôler, et ça, c'est tous les mystères de la vie, c'est toute la relation au sacré, et c'est toute la foi en la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais ma part, mais c'est la vie qui me crée, c'est la vie qui me féconde, et qu'à partir du moment où je laisse circuler cette vie en moi, c'est elle qui me donne naissance. Oui. Et, et- Alors, et- et- je oui. vais préciser, Marie, c'est la vie, mais pas en direct, c'est la vie dans les relations qu'elle m'amène à vivre Oui, bien sûr, parce que en fait, nous sommes des et êtres de qui me relation. nourrissent. Oui.
Ouais, ouais, nous sommes des êtres de relations. Oui, Et c'est notre ça. biologie est fondée sur le lien, l'univers est fondé sur le Ah, lien. c'est ça. Tout n'existe que dans cet entre-deux, que ce soit la relation, que ce soit la croisée des chemins, que ce soit, pour moi, la vérité avec un grand V, elle se trouve dans l'entre-deux. Elle se trouve ni ici ni là. Et elle fluctue parce que la vie est vivante et que la vérité, c'est la vie. Et comme la vie est vivante, la vérité est vivante et elle bouge tout le temps. C'est ça. On ne peut pas la choper, on ne peut pas la posséder. En fait, c'est là où, à un moment donné, c'est comme la liberté, en fait. On peut y croire qu'on la chope et qu'on la possède. Oui, oui, on peut y croire, mais à un moment donné, enfin, moi, toute l'expérience de ma vie, c'est à un moment donné, ce qui était Ouais. une vérité, une certitude à un moment donné, bah, ça ne l'était plus à un autre. Et je vois Oui. bien comment j'ai évolué. Et c'est vraiment l'impermanence de la vie, en fait. C'est l'impermanence de la vie. Et c'est très important parce qu'en fait, dans ce que vous dites, Marie, c'est aussi l'autre aspect, c'est que comme vous, les souvenirs d'enfance, c'était le vide chez moi, hein. Mm. Et en fait, au fur et à mesure de mon évolution, ben en fait, je me rends compte que là où il y avait du vide ou une histoire à trous, hein, une histoire en gruyère, comme je dis, ben, qu'en fait, c'est aujourd'hui, il y a une histoire qui est beaucoup plus construite. Et ce qui m'étonne tout le temps, c'est c'est que ce qui signe sa construction, c'est que la manière de raconter mon histoire aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ce sera pas celle de demain, car que c'est une histoire vivante. Voilà. Et ça c'est extraordinaire aussi, hein. C'est-à-dire que Voilà. Par exemple, l'histoire. notre rencontre enrichira cet aspect-là de l'histoire. Voilà, mais c'est là où finalement je m'aperçois que la façon dont j'ai vécu mon histoire passée et dont je pouvais vivre mon passé à un moment donné, elle n'est plus la même histoire que je vis aujourd'hui parce que en fait, quand on vit l'instant présent, quand on vit la présence, eh bien le passé se transforme en fait. Ce C'est n'est ça. plus le même passé, ce n'est plus la même Exactement. histoire. C'est ça qui est Exactement. magique. Oui. On pense transformer notre futur alors qu'en fait, c'est notre passé qui On se transforme. transforme. C'est Et incroyable. d'ailleurs, regardez, on peut dire la même chose des livres hein, que vous avez lus, hein. Ouais. C'est surprenant, un livre va résonner à un moment donné, on le relit, je reprends le même livre, je sais pas, 2 ou 3 ans après, et puis si ça résonne pas, c'est plus le même sens, quoi. Ou inversement. Exactement. J'irai même plus loin, c'est qu'il y a des livres, parce que Oui, moi, à un moment donné, quand j'avais la trentaine, je suis tombée dans tous les livres de la psychanalyse, parce que j'ai été bouffée à la sauce Freud dans les psychanalyses, dans lesquelles j'étais enfermée, et dans lesquelles enfin moi j'appelle ça des thérapies assassines, hein, j'ai failli en crever, et donc il a fallu que je comprenne. Mais j'ai un niveau bac+8, moi, en termes de lecture. J'ai lu mais des centaines de livres. J'étais capable de m'enfiler 3 livres dans le week-end. et Marie, une petite question. Est-ce que c'est la thérapie qui est assassine ou la manière de pratiquer la thérapie qui peut être assassine? Ben, les deux, en fait, hein. Je veux pas dire c'est ou l'un ou l'autre, parce que moi, j'aime bien tricoter les choses ensemble. C'est les deux. Mais les deux sont importants. Moi, je dis tout le temps que ce n'est pas la technique, parce qu'à un moment donné, on va dire telle technique, elle est absolument merveilleuse, mais en fait, Non. tel thérapeute, il peut être aussi extrêmement merveilleux, mais l'alchimie du Oui, thérapeute avec moi ne va rien donner, parce que tout est dans la relation. Il y a une c'est alchimie ça. qui va faire qu'avec telle personne, ça va être juste Oui, super, et avec telle autre, ça va pas être. Et donc, ça oui, ne remet ni en cause l'individu, ni la technique. C'est toute une histoire d'alchimie et de rencontre. Mais, et ça, c'est pareil les livres et n'importe quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces livres, pour moi, c'est juste imbuvable. C'est-à-dire que des livres de théorie, je ne peux plus les lire. Moi, j'ai ouais, besoin de littérature incarnée. J'ai c'est ça. besoin, moi, j'adore les récits initiatiques, j'adore les histoires. Et d'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire, c'est vraiment initiatique, c'est-à-dire j'aborde la théorie par l'histoire, par la C'est biographie, par le vécu, quoi. c'est ça. Et c'est complètement incarné. Voilà. Est-ce Oui. que vous avez envie de rajouter quelque chose? Parce qu'on a abordé un peu les étapes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui manquerait ou est-ce que... Pour moi le message important, c'est oui, certes, euh, comme le montre la vie, il y a des vies qui vont amener les personnes à un tel niveau de fracas que la renaissance va être extrêmement problématique, voire impossible. Simplement, c'est pas parce que il y a cet extrême-là qu'en retour, ça justifie de dire
ou d'avoir comme slogan traumatiser un jour, traumatiser toujours. Ça, c'est quelque chose. Et je vais témoigner par rapport à mon histoire. C'est presque comme si ça réactive le vécu traumatique chez moi, cette histoire-là. Parce que je dis, ah ben non, c'est encore une manière de me faire taire. Ah Et oui, ça, là vous semez une petite graine, je suis capable de repartir 2 heures parce que en fait c'est comment la culture m'avait condamné à ne jamais m'en sortir. Mais si aujourd'hui il y a des gens qui pensent encore que je m'en suis pas sortie, c'est leur problème, c'est leur histoire, c'est plus la mienne en fait, hein. Mais c'est vrai, c'est comment le regard de l'autre peut être extrêmement figeant, extrêmement traumatisant dans cette représentation de traumatiser un jour, traumatiser toujours. il C'est, renferme à nouveau. ils enferment à nouveau, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ce que je peux dire tout simplement, c'est tout le travail que j'ai pu faire et tout le travail thérapeutique que j'ai développé, c'est justement pour aller, pour comment transformer, transmuter, c'est un autre mot, justement, l'emprise traumatique et le poison qui va avec en processus de vie et en renaissance. Voilà, tout à fait. En retrouvant les racines du vivant d'ailleurs, En retrouvant en allant chercher les fondations, parce que c'est le travail sur les fondations. Tout à fait, c'est exactement ça. Et un thérapeute qui peut accompagner ce genre de processus, c'est un thérapeute qui a fait ce travail-là sur lui-même. Vous parlez pour vous, vous parlez pour moi, vous parlez pour tous les thérapeutes Pas pour que vous tous les connaissez. thérapeutes, parce que je veux dire, moi je vois bien que quand un thérapeute il détient une technique, mais qu'il n'a pas fait ce travail-là, enfin en C'est tous les ça. cas, moi c'est l'expérience ce que j'ai eue, hein. Je veux dire, si on n'a pas fait ce travail sur les traumas que nous avons nous-mêmes vécus, qu'ils soient conscients ou inconscients, on a forcément un monde intérieur qui est dans un état d'insécurité. Donc, on ne peut pas sécuriser son Non, patient, la personne qu'on non. accompagne. Il faut pouvoir, en consultation, être dans un état de sécurité intérieure. Excusez-moi, parce que c'est très important, en sachant que c'est quelque chose de dynamique. Donc on peut Oui, jamais dire que c'est acquis. oui, C'est oui, un oui. mouvement de sécurité. Oui. Et Euh, donc l'apprentissage, c'est d'être dans ce mouvement et c'est très important. Parce que si on est dans l'illusion que ben, on est encore dans une position de toute puissance qui est une expression de l'insécurité. Et ça, c'est vraiment important de partager ça. oui, c'est très important, d'autant plus que l'insécurité peut venir en cours de séance. C'est ça. C'est-à-dire que, mais il faut, enfin il faut, il s'agit d'apprendre à identifier quand C'est je suis ça. en sécurité, quand je suis en insécurité, C'est et du ça. coup pouvoir à un moment donné, Et transformer chez soi. voilà, pouvoir le transformer, l'identifier, possiblement le nommer. C'est Euh, ça. Si on est en état d'insécurité extrême, on met un terme à la séance, enfin on se débrouille, mais en tous les cas. On apprend à contenir ce genre de situation dans l'apprentissage, en tout cas en formation. Oui, c'est ça, bien entendu, parce que nous sommes humains et que, tel que je le disais tout à l'heure pour moi-même, ça m'arrive, moi, de me sentir en insécurité et d'avoir des réactions débiles. Et ça arrive à tout le monde. Et, en Merci Marie. et ça peut arriver même en séance, mais que l'idée, effectivement, c'est d'être conscient de ces processus, de pouvoir les Voilà. accompagner, les auto-accompagner. Et c'est ça, en fait. Plus on est connecté à son humanité, à ses failles. D'ailleurs, je pense que souvent, c'est pas nos forces qui sont guérisseuses, ce sont nos failles. La première thérapeute que j'ai rencontrée digne de ce nom-là, elle a fait ce travail-là de bas les masques et elle m'a dit clairement que l'inceste, c'était son histoire. Ben oui. Et quand j'ai vu cette femme, avec la prestance, le charisme, la présence qu'elle avait, une parole qui était claire, nette, qui avait la possibilité de enfin de me faire sortir de mon mutisme, cette sécurité intérieure que je sentais, bah, du coup, ça m'a donné plein d'espoir, en fait, Ben déjà, oui. rien que ça. C'est je peux être comme elle, je peux devenir comme elle déjà, parce qu'elle s'en était sortie. Et puis surtout, c'est mettre des mots sur ce qui est de toute façon dans l'implicite, ça aurait contaminé la relation. Alors que là, Voilà, au moins, c'est clair, partagé, donc on sait sur quel terrain on est. voilà, exactement, exactement. Écoutez, Eric, on va s'arrêter là. Tout Euh, à fait. on pourra Et reprendre puis, à une autre occasion. voilà. Et merci pour ce partage. Toujours enrichissant, Marie. Bah oui, merci à vous, Eric. Merci pour votre écoute et à bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.